Depuis la nuit des temps, elle frappe sans prévenir. Et ses ravages sont terrifiants. La malédiction des 3 corbeaux arrive sur Europe 1 et personne n'y est préparé. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Une grande exposition intitulée Légende des mers, l'art de vivre à bord des paquebots vient d'ouvrir au Palais Lumière de la ville d'Évian sur le lac Léman. Franck Ferrand profite pour évoquer ces palaces flottants d'autrefois. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Il compte parmi les réalisations les plus spectaculaires de l'histoire. Ces géants des mers assuraient il y a un siècle la liaison entre les continents et ils nous font rêver comme au premier jour. Masse énorme de métal doté de machines impressionnantes et emportant des centaines et des centaines de passagers, dont certains les plus favorisés dans un luxe inouï. Ces immenses vaisseaux avaient pour nom, entre autres, Paris, Île-de-France, De Grasse, Normandie pour l'Amérique du Nord, Lutetia, l'Atlantique pour l'Amérique du Sud, Paul Le Cas, Champollion pour l'Extrême-Orient. Et là, je ne cite que des géants français, mais il y a aussi l'Olympique, le Majestic, le Queen Mary, l'Imperator, le Bismarck, le Bremen. En tout, des dizaines de monstres noirs ou blancs, faisant trembler de leurs cornes de brume des quais bondés de voyageurs. Et vous avez invité à nous rejoindre un des meilleurs connaisseurs des grands paquebots. Et oui, Gérard Pioufre, historien de la marine, est un habitué de cette émission. Alors, nous avons déjà, centenaire oblige, évoqué avec lui le Titanic, mais vous allez voir que Dieu merci, les naufrages dans cette histoire du transport de voyageurs sur les mers, les naufrages auront été l'exception. Alors, vous êtes prêts ? Bienvenue à bord. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour les candidats au voyage transatlantique, le rêve commence dès Paris, dès la gare Saint-Lazare, quand vous montez dans un train spécial aux couleurs de votre paquebot et qui vous met déjà dans l'ambiance jusqu'à la gare maritime du Havre. Atmosphère incomparable, faite de luxe, de rigueur, de fête, de performance et par-dessus tout, d'élégance. L'embarquement est un grand moment. Lorsqu'un peu bousculé par la foule, excité depuis le quai, vous levez les yeux vers les époustouflantes masses d'acier qui, au-dessus de votre tête, vous cache le ciel, elle vous donne le tournis. Au coup de cornes de brume, annonciateur du départ, la plupart des gens, passagers, personnels et accompagnateurs se bouchent les oreilles. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait trembler tout le monde. Alors, imperceptiblement, le géant se met en mouvement. C'est le quai que l'on voit s'éloigner lorsqu'on est à bord. Une partie de la ville a l'air de se détacher de la gare maritime comme un morceau de banquise. Le plus impressionnant, c'est la différence d'échelle entre la masse du navire et l'escouade de remorqueurs qui l'aident. Vous savez, qui l'escortent comme de petits poissons pilotes autour du squale gigantesque. Je cite Walt Whitman. Le navire, noble et beau, avec toutes ses richesses précieuses, prend le large, brillante et sûre. Le passager a à ce moment-là tout loisir d'aller découvrir la ville flottante, avec ses kilomètres de ponts, de lisses, de coursives, de promenoirs, avec ses escaliers, dont certains monumentaux, ses ascenseurs, ses salons, fumoirs, boudoirs, salles à manger, verrières, jardins d'hiver, et puis l'alignement infini des portes de cabines en bois précieux et bronze argenté dans les couloirs. Il faut imaginer ces très très longues files. Je cite Paul Claudel. Et un bateau avec tous ces compartiments, avec toutes ces portes que l'on peut ouvrir et fermer. Quel beau joujou, écrivait-il. C'est dans Partage de midi. C'est d'ailleurs intéressant, cette pièce de théâtre, Partage de midi. Tout le premier acte a lieu à bord d'un paquebot. Vous avez bien compris que la splendeur est réservée aux premières classes. Si par malheur nous devions descendre en troisième, vous comprendriez que c'est plutôt là la promiscuité, les odeurs d'huile, parfois les vibrations qui peuvent transformer la traversée en une épreuve pour les nerfs. Mais mon invitation n'était pas un traquenard, alors nous allons rester au niveau plus aéré, plus lumineux, plus festif des ponts supérieurs. Vos yeux ne sont pas assez grands
pour admirer les fastueux décors, les soieries, les lacs, les miroirs, le mobilier, les œuvres d'art, les vitrines des boutiques. Rien n'a été laissé au hasard. Le décor des tapis épais répond à celui des tentures. La moindre applique a été confiée à un styliste de renom. Ces salons à perte de vue sont un écrin pour les toiles de maître. Il faut imaginer les statues en bronze, les vasques de cristal. Et puis surtout, dans ce décor, l'élégance des convives. Quelle joie de vivre et de profiter de ce temps de repos forcé qu'est une longue traversée. Vous vous doutez bien que tout ce que la société compte de brillant se doit de se montrer dans les salons d'un grand paquebot où officie comme une sorte de grand chambellan le commissaire de bord, qui est souvent un aristocrate rompu aux habitudes des grands palaces. Je cite maintenant Paul Morand, qui était un amoureux de ce type de voyage. Qu'elle est douce la route d'Amérique, même défoncée, avec ses cavités de 18 mètres et ses édredons percés par où sort la plume des vagues. Le poète observe l'océan, mais il est bien le seul. Car la plupart des passagers a déjà oublié qu'on était sur la mer. La plupart des passagers ont oublié qu'ils voguaient à la surface des grands fonds. C'est normal, tout a été conçu pour le leur faire oublier. Jacques Elian avec Rolly et Tangage. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et au cœur de l'histoire cet après-midi de l'art de vivre à bord des paquebots, on en parle avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Gérard Pioufre, écrivain, journaliste, historien et conférencier, membre de l'Association française du Titanic et de la Titanic Historical Society, auteur de Nous étions à bord du Titanic aux éditions First Histoire, l'âge d'or des voyages en paquebot, édition des Chênes, et du dictionnaire de la marine aux éditions Larousse. Bonjour Gérard Pioufre. Bonjour. Vous voyez déjà le rivage qui s'éloigne, nous sommes presque en pleine mer. Alors, ce qu'il faut que vous nous disiez déjà, c'est que je pense qu'il faut bien cerner les grandes époques de ces paquebots, parce qu'il y a eu, bien sûr, on pense toujours à l'entre-deux-guerres, à tous ces très célèbres paquebots, à commencer par le Queen Mary et le Normandie, qui étaient un peu, on va dire, les plus grands chefs-d'œuvre, les plus beaux fleurons de cette flotte commerciale. Mais ça a commencé bien avant. Quand est-ce qu'on peut parler de paquebots, en vérité ? Alors, les paquebots, on peut en parler dès 1815. Alors, on a des voiliers qui sont très mal adaptés au transport des passagers. Alors, on va y venir, on va raconter ce qu'étaient ces transports par voilier. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'âge d'or, c'est ça ? Donc ça, c'est... Là, c'est une différenciation qui m'est toute personnelle. Je considère qu'il y a l'âge d'or des paquebots, qui va du dernier quart du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça, c'est l'âge d'or. Alors ensuite, on a la Grande Époque. La Grande Époque, c'est l'entre-deux-guerres. Et puis, un petit peu après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, disons, on va jusqu'aux années 50. À partir de là, l'avion va remplacer progressivement... brutalement sur l'Atlantique Nord, progressivement sur les autres destinations, va donc remplacer le paquebot. Alors le paquebot va se reconvertir, c'est la troisième époque que j'appelle l'époque de la croisière. Mais ça, c'est beaucoup plus récent, là. C'est beaucoup plus récent, c'est à partir des années 70. Je la fais démarrer toujours un peu arbitrairement avec le désarmement du France. Enfin, la revente du France, plus exactement, et sa transformation en paquebot de croisière. D'où vient ce nom paquebot ? Un paquebot vient du terme packet boat. C'est un bateau qui emmène des paquets. Et à l'origine, le paquebot n'est pas le bateau à passagers qu'on connaît, mais c'est un bateau qui emmène de la poste. Alors, on parle d'ailleurs à l'époque... On transporte le courrier, en fait. On transporte du courrier. On parle de bateau-poste, de paquebot-poste et de RMS, Royal Mail Steamer.
D'où le nom, par exemple, des messageries maritimes, etc. Tous ces termes, ces noms de compagnies sont liés au courrier au départ. C'est entièrement lié au courrier. Le courrier, c'est ce qui donne la vitalité du commerce. Bon, le problème, tant que ce courrier, on l'a transporté par bateau, et même avec des bateaux très rapides, hein, même avec le Normandie qui filait 30 nœuds, malgré tout, ça mettait énormément de temps. Il valait mieux que les nouvelles ne soient pas trop urgentes. Hein, si vous aviez un correspondant à Santiago du Chili, il fallait 30 jours. Et à condition qu'ils vous répondent immédiatement. Par le retour du bateau. Par retour du bateau, oui. Ça en faisait 32 mieux. Alors si c'était une lettre d'amour, vous aviez eu le temps d'en trouver une autre. Si c'était une lettre d'affaires, c'était pas possible. On peut pas faire des affaires comme ça. Ça rendait tout un peu lent. C'est ce qui a fait le succès de l'aviation postale. Évidemment. Alors, ces premiers paquebots, vous nous dites à partir de 1815, c'est-à-dire que après la chute de l'Empire en France, pour simplifier, donc au début du 19e siècle, on se met à transporter du courrier sur de gros navires à voile et certaines des cabines sont réservées à des passagers, en fait. Oui, c'est ça. alors on transporte d'abord du courrier. Alors sur l'Atlantique Nord, on transporte quelques passagers, mais tant qu'on a des navires à voile, c'est pas vraiment l'idéal. Et en revanche, sur l'Extrême-Orient, oui, on prend des passagers. Les clippers de Chine emmenaient tous quelques passagers. Il y a d'ailleurs des cabines absolument superbes. Et si vous avez l'occasion d'aller visiter le cul-de-sac qui est à Greenwich, à côté de Londres, eh bien, on voit que les aménagements pour le commandant et pour les passagers éventuels, c'était quelque chose de somptueux. Alors on va peu à peu développer la part consacrée, l'espace consacré aux passagers, jusqu'à faire des navires qui ne sont plus destinés qu'à ça, quasiment. On emportera toujours du courrier, mais on peut dire que les derniers grands voiliers ne transportent quasiment plus que des passagers. Alors les derniers grands voiliers, oui, à partir de 1817, vous avez un groupe d'armateurs de New York qui va créer la Black Ball Line. Alors ça reste des voiliers, mais leur grande innovation, on part à heure fixe. Et on est à une époque où le respect de l'horaire, ça n'existe pas. Vous partez quand vous partez. Ah oui, c'est ça. On sait que ces voyageurs venaient s'installer dans des auberges sur les ports, et puis on attendait que le navire parte. Parfois, il partait une semaine plus tard. Oui, parce que le commandant avait décidé d'attendre des passagers qui venaient, ou d'attendre d'avoir complété son chargement. La régularité, on l'obtient avec le chemin de fer. À partir du moment où les premières lignes de chemin de fer commencent à démarrer, là, il faut quelque chose de régulier. Il faut absolument que les bateaux se mettent au diapason. Alors il y a quand même un confort qui se développe à la fin du 19e siècle, au tournant des années 1900. Alors là, il va y avoir la vapeur quand même, il faut expliquer. Oui, alors la vapeur, elle arrive très tôt, elle arrive en 1833, je parle pour la navigation commerciale. Oui. C'est pas expérimental, on a le Royal William qui traverse en moins d'un mois uniquement à la vapeur. Bon, c'est très lent par rapport au voilier, mais malgré tout, ça présente un intérêt, c'est que toujours cette régularité. Avec la Black Ball, les voiliers de la Black Ball, on savait quand on partait, mais on était tributaire du vent, on ne savait pas quand on arrivait. Nous allons entrer maintenant dans les salons des paquebots. Alors, nous sommes dans les paquebots tels que nous les connaissons. On est à la toute fin du 19e siècle. On arrive dans ce que vous appelez, vous, Gérard Piouf, l'âge d'or des paquebots. Ouais. Évidemment, sur ces paquebots, il faut occuper les gens. Alors, on joue, on fait toutes sortes d'activités. Et puis, on écoute de temps en temps de belles chanteuses qui viennent accompagnées d'un pianiste comment dirais-je, agrémenter les soirées, les longues soirées, parce que c'était des traversées interminables à l'époque.
Koen van Osten, Je te veux, une valse lente sentimentale qui fut créée à la Scala à Paris en 1903 par Erik Satie pour la musique et Henri Pacoury pour les paroles. Franck Ferrand sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire des très beaux paquebots avec vous, Franck Ferrand et Gérard Pioufre, votre invité, écrivain, journaliste, historien et conférencier, membre de l'Association française du Titanic et de la Titanic Historical Society. Alors le Titanic était justement, on peut dire, le plus beau, le plus extraordinaire des paquebots de la Belle Époque, de ce que vous appelez vous l'âge d'or. Il y en avait d'autres d'ailleurs, il y avait l'Olympique. L'Olympique a été le premier de la série. Oui, c'était une série de 3 paquebots qui devaient être identiques. Alors identiques, ça concerne les formes de la coque, les aménagements intérieurs, tout ça. On les modifie en fonction du retour d'expérience du premier. Et le Titanic était mieux réussi de ce point de vue que le premier de série, l'Olympique, et le troisième qui, à l'origine, aurait dû s'appeler le Gigantique, et puis pour des raisons faciles à comprendre, on l'a rebaptisé Britannique. Il devait être encore plus beau, mais malheureusement, il n'a pas pu naviguer avec des passagers parce que la guerre mondiale est arrivée, il a été transformé en navire-hôpital et il a été torpillé. Alors, ce qui est assez frappant du point de vue des passagers, puisque nous parlons de l'art de vivre à bord des paquebots, principalement aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, jusque dans les années 20, il n'y a pas de style spécifique paquebot. C'est-à-dire que les décors, les salles à manger, les salons, etc., s'inspirent directement de ce qu'on pourrait trouver dans un palace à terre, en vérité. Alors, tout d'abord, je rectifie ce que je viens de dire. Il n'a pas été torpillé, il a sauté sur une mine, le Britannique. Pour répondre à votre question, oui. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de gens, c'est à peu près 20%, des gens qui ont peur de se retrouver à bord d'un bateau. Ça a été ma grande surprise. Je pense même que c'est un peu plus que ça probablement. Mais enfin, oui, c'est ce qui m'a été dit. Oui, bon. Donc ces gens-là ont peur. Et on est à une époque où le seul moyen de traverser un océan ou une mer, eh bien c'est le bateau. Donc on va faire oublier aux gens qui sont à bord d'un bateau. Alors on va leur faire croire qu'ils sont dans un château. On va recréer des escaliers monumentaux. On va mettre des cheminées. On va établir tout un décor qui est un décor souvent somptueux. On pense à ces grands paquebots allemands d'avant la Première Guerre mondiale. Alors là, les Allemands, oui. On se serait vraiment cru, là, pour le coup, dans des châteaux. Tout à fait, c'est tout à fait ça. On se croit véritablement dans un château. Alors, maintenant, avec le recul, vous savez, le goût évolue. Ça nous fait sourire, évidemment. On n'aimerait pas tellement, mais vous avez ici et ailleurs des reconstitutions de cabines première classe. L'année dernière, c'était l'année Titanic. On a recréé des cabines première classe. Bon, c'est pas forcément. C'est sûr, c'est agréable à voir, mais est-ce qu'on aimerait avoir ça chez soi ? Je sais pas. Alors, justement, vous dites cabine première classe, c'est toujours ce qu'on montre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que c'est là que se sont exprimés les grands créateurs, bien entendu. Mais sur un paquebot, on est loin d'avoir que des premières classes. Quelle est la proportion d'ailleurs entre première, deuxième et troisième classe ? Alors les troisième classes sont incontestablement les plus nombreux. Ben oui. La proportion, ils représentent, on va dire, ils représentent les 2/3. Alors c'est eux qui font gagner de l'argent aux compagnies maritimes. Ne serait-ce que parce que souvent on achète des voyages aller-retour et que les personnes de troisième classe ne font que l'aller parce que ce sont des migrants. Alors en principe, oui. En principe, ce sont des gens qui vont émigrer. Et je vais vous demander quelques petites minutes pour vous expliquer pourquoi ils vont chercher une vie meilleure ailleurs. Alors vous avez un phénomène, c'est le phénomène du push-pull. Vous avez un phénomène repoussoir, c'est l'Europe qui a une trop forte démographie. Gérard Piouf, oui, ça, c'est toute l'histoire des mouvements migratoires et c'est passionnant, mais c'est pas tellement ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui. Je préférerais qu'on évoque justement la vie quotidienne à bord de ces paquebots. Alors,
on imagine très bien ce que peut être la vie en première classe, et on va y venir tout à l'heure à travers les exemples de Queen Mary et de Normandie. D'accord. Mais la troisième classe, ce sont donc des gens qui vivent, on est un peu entassés dans des cabines, hein, ils sont nombreux par cabine. Alors ils sont nombreux, on a au départ de véritables dortoirs, des réfectoires, et puis comme les compagnies réalisent très vite qu'elles font leur gras sur les troisièmes classes, elles vont essayer d'attirer cette clientèle. Alors on a des agences de vente dans les pays nordiques et en Allemagne qui sont vraiment les endroits où on trouve des candidats à l'immigration, en Irlande également. Et on va essayer de les traiter le mieux possible. Ce qu'il faut dire, c'est que néanmoins, justement, comme vous dites, ils sont bien traités, les passagers de troisième classe, et pour la plupart d'entre eux, c'est même la première fois qu'ils sont servis à table, par exemple. Oui, ils sont souvent mieux à bord du bateau qu'ils ne l'étaient chez eux. Et voilà, c'est ça. Donc les conditions sont très modestes, mais par rapport au niveau de vie de la plupart de ces passagers, c'est encore mieux néanmoins. Puis c'est propre, il y a une régularité, il y a quelque chose de très... On essaie de les soigner néanmoins, ces passagers de troisième classe, même si c'est... On les soigne. Il y a un ratio entre l'équipage commercial, l'équipage hôtelier et ces passagers qui n'est pas celui de la première classe, bien entendu, mais qui est important quand même. Et puis alors, il y a entre les deux, bien sûr, ces deuxième classes qui jouent un rôle dont on ne parle strictement jamais. On y vient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on parle de l'art de vivre à bord des paquebots aujourd'hui avec votre invité Franck-Gérard Pioufre, écrivain, journaliste, historien et conférencier. Alors nous en étions, Gérard Pioufre, aux deuxième classe, parce qu'il se trouve que j'ai pas mal moi d'albums et de livres sur les paquebots, sur la grande époque des paquebots, ça me passionne pour tout vous dire depuis l'adolescence, et j'ai toujours remarqué qu'on parle beaucoup des premières classes, un petit peu des troisième classes, et tout simplement jamais des deuxième classes. Pourtant il y a pas mal de passagers de deuxième classe. Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas vraiment envie qu'on parle d'eux. Alors pourquoi ? Parce que les premières classes, on va essayer de qualifier ça en langage contemporain. Les premières classes, c'est les people. Ce sont des gens qui adorent occuper le devant de la scène, ce sont des gens qui aiment bien qu'on parle d'eux, sont des milliardaires qui ont même besoin... Ils sont pas tous milliardaires, mais enfin il y en a dans le lot. Il y en a beaucoup, et sont des gens qui, pour leurs affaires, ont besoin qu'on parle d'eux. Les deuxièmes classes, c'est quoi ? C'est des commerçants, c'est des hauts fonctionnaires, des militaires de haut rang, des ecclésiastiques, sont des gens qui veulent voyager tranquillement, qui ne cherchent pas à occuper le devant de la scène, mais qui veulent voyager dans de bonnes conditions de confort. Et alors, ce qu'il ne faut jamais oublier, à bord du Titanic, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la cabine de deuxième classe la plus chère était à peu près au même prix que la cabine de première classe la moins chère. Oui, donc c'est bien un choix, c'est plutôt un choix philosophique et d'esprit de voyage qu'un choix financier, finalement. Je le pense, je le pense. En première classe, on vient pour faire de la mondanité, disons-le, surtout à cette époque où ça joue un rôle essentiel. On a du temps, faut dire que d'une part, on a du temps, puis d'autre part, on se retrouve à bord d'un bateau. C'est une petite prison, le bateau. On ne peut pas en sortir. C'est une république indépendante. C'est une république indépendante, on ne peut pas en sortir. Donc les passagers, il va falloir les occuper. Comment on les occupe ? On les occupe par des mondanités. D'abord en les faisant manger. Et on passe un temps fou à table, en fait. Ah oui, on passe un temps énorme à table. Bon, et puis on fait un petit peu de sport quand même pour faire passer tout ça. Alors, à l'époque de l'âge d'or, il y a peu d'activités sportives qu'on peut pratiquer. Il y en a quelques-unes, mais peu nombreuses. En revanche, alors, à la grande époque, c'est-à-dire entre les deux guerres, là, il y a déjà autre chose. On joue beaucoup au palais, on joue au tennis. Il y a des cours de tennis sur le pont supérieur de Normandie. C'est pas vraiment du tennis, c'est du... un tennis spécial. C'est du tennis avec des ronds... des volants. Non, c'est pas des volants, j'ai oublié le nom. Ouais.
Alors si ça vous intéresse, cette histoire des paquebots et cette vie quotidienne à bord des paquebots, il y a vraiment une visite à faire, c'est Escale Atlantique à Saint-Nazaire. Une très grande exposition permanente consacrée à l'aventure des paquebots. Escale Atlantique a rouvert là il y a 3 jours, donc ça fait partie de ce qu'il faut voir. On peut dire que là, on a l'impression d'être littéralement immergé dans cet univers. Alors, absolument, c'est quelque chose, je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai vu sur Internet. Non, mais rassurez-vous, ça fait partie de vos projets, de mes projets. Alors, dans également les visites que je recommande, c'est à Cherbourg, la gare maritime. Aussi, oui, bien sûr. Cherbourg était un port très important. Et alors également, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, à Belfast, le Nomadic, qui était le transbordeur du Titanic à Cherbourg. Le transbordeur, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Cherbourg n'était pas assez profond pour permettre aux grands paquebots d'accoster. Oui. Donc on avait un transbordeur. Mais ces transbordeurs... un petit navire qui fait la navette entre les deux. Voilà, il y en avait même 2, un pour les 3e classes, un autre pour les 2e et les premières classes. Et lorsque vous montiez à bord de ce transbordeur, vous étiez déjà à bord d'un de ces grands paquebots de la White Star. Il vient d'être restauré tel qu'il était au départ, et c'est vraiment quelque chose de fabuleux, il faut aller voir ça. Il y a un nom que vous avez prononcé déjà 2 fois, Gérard Pioufre, et moi j'ai dû le faire aussi 2 fois, et qui évidemment colle des frissons à tous ceux qui aiment ça, c'est Normandie. Normandie, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, lancé en mai 1935, c'est le plus grand, le plus somptueux paquebot de tous les temps, et c'était un paquebot français. Oui, mon grand regret est d'être né après qu'il ait été détruit par le feu dans le port de New York. Je vais raconter ça dans un instant. Faire une croisière à bord une croisière, c'est-à-dire faire une traversée plus exactement à bord de Normandie, c'était quelque chose qui devait être fabuleux. Fabuleux, je pense que ceux qui ont connu le France, c'était déjà différent. Pour moi, c'était le grand paquebot français, il n'y en a pas d'autre. Avec en plus une concentration de chefs-d'œuvre artistiques et décoratifs absolument invraisemblable. Oui, alors ça, des lacs de Dunant, de Dupas, oui. Des fauteuils de Rothschild, toute la grande marqueterie des Leleu, des Ruhlmann, enfin tous les plus grands créateurs des années 30, ce qu'on appelle les arts déco, sont présents sur Normandie. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les paquebots, y compris les paquebots de croisière contemporains. Ça avait été le cas de l'Île-de-France avant aussi pour ce qui est des arts déco. C'est des bateaux qui regorgent d'œuvres d'art. Et je vous dis, même actuellement, vous allez à bord d'un paquebot de croisière et des œuvres d'art, il y en a partout. Oui, c'est ça, ça fait partie en quelque sorte de l'atmosphère. Oui, c'est la vitrine, c'est la signature, c'est l'atmosphère. Tout à fait. Et sur Normandie, il y avait des installations qu'on ne trouvait pas sur d'autres paquebots. Ah non, ça c'est vraiment... le but était de faire totalement oublier aux passagers qu'ils étaient en mer, en fait. Il faut dire que quand on fait une traversée de l'Atlantique, il ne fait pas souvent très beau, donc il vaut mieux qu'il y ait des activités d'intérieur aussi. C'est mieux. Parce qu'on peut à la limite se promener sur le pont, mais il est rare qu'on puisse s'y faire bronzer. Il existe, je vous donne ça, la compagnie Celebrity Cruise a des paquebots dans lesquels il y a des restaurants à thème. Moi, j'ai fait une croisière à bord du Celebrity Millennium où il y a l'Olympic Restaurant, qui est la réplique de la salle à manger de l'Olympique. De la salle à manger de l'Olympique. Et il y en a un autre, j'ai oublié son nom, mais c'est la réplique de la salle à manger du Normandie. Avec les paquebots. Le récit de Franck Ferrand. Ah oui, le récit avec la fin du magnifique paquebot le Normandie. Et oui, au moment où survient la guerre, donc on est en septembre 1939, la compagnie qui possède le Normandie, la compagnie Générale Transatlantique, juge plus prudent de laisser son fleuron à l'abri dans le port de New York. Il est encore à quai, il est au pire 88 quand le Queen Mary le rejoint. Vous imaginez, on est là le 4 septembre 1939, le Queen Mary bondé de passagers qui fuient de leur côté l'Europe en guerre. C'est-à-dire que le Normandie ne revient pas en Europe et le Queen Mary le rejoint aux États-Unis. Et c'est la première fois que ces 2 paquebots, les 2 plus grands et plus somptueux paquebots du monde, vont se trouver à quai, côte à côte. Tout New York et même une partie des États-Unis fait le voyage pour voir ça. On n'imagine pas ce que ça pouvait être à l'époque. C'était un spectacle fascinant qui drainait les foules, littéralement. Alors les mois passent, la France est envahie, la guerre se généralise. Le 11 décembre 1941, les États-Unis, vous le savez, entrent en guerre à leur tour.
Et comme le gouvernement français est à l'époque à Vichy, le gouvernement officiel qui collabore avec l'ennemi, dans les ports américains, les navires français sont saisis à partir du moment où les États-Unis sont en guerre. Et l'US Navy va réquisitionner officiellement Normandie le 16 décembre à 14h. Ça, c'est un sale coup, si je puis dire. Et on peut penser qu'il y avait peut-être, en certains l'ont dit, une part de jalousie chez les Américains qui étaient bien contents d'une certaine façon de récupérer ce fleuron qui les avait nargués pendant quelques années. Alors qu'est-ce que les États-Unis vont bien pouvoir faire de ce géant ? Eh bien, un transporteur de troupes. Le vaisseau est rebaptisé Lafayette, bon quand même, ça c'est une petite concession à ses origines, et un plan de travaux d'aménagement est établi pour 90 jours. Seulement voilà, le 9 février 1942, un peu après 2h30 de l'après-midi, le feu se déclare à bord. Bientôt, c'est un gigantesque panache de fumée qui se dégage de l'ancien paquebot Normandie, copieusement mais vainement arrosé par les lances de 36 pompes automobiles et de 3 bateaux-pompes, ce qui veut dire qu'on va jeter sur ce bateau quelques 6000 tonnes d'eau. Un bateau qui n'était pas prévu évidemment pour recevoir 6000 tonnes d'eau, vous imaginez bien. Ce qui se passe, c'est que le bâtiment prend une gîte vraiment très inquiétante à tribord. Normandie penche, si je puis dire, tirant d'un poids terrible sur ses amarres qui le maintiennent pour l'instant sur le pier 88. Et dans la nuit du 9 au 10 février, dans un mouvement lent, irréversible et, disons-le, monstrueux, l'énorme masse, la montagne d'acier s'incline et bascule tout à fait pour se coucher sur son flanc bâbord. On dirait une sorte d'énorme baleine échouée, humiliée, en train d'agoniser. Vous savez qu'Hitchcock a tourné, il a filmé cette scène terrible, il s'en est servi dans son film 5e colonne. Alors le film lui-même, entre nous, n'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais rien que pour ce document inouï, rien que pour voir Normandie couchée sur le flanc dans le port de New York, il faut voir ce film 5e colonne de Hitchcock. Le 3 novembre, la carcasse du navire renflouée et remorquée jusqu'à Brooklyn. Les Américains ont pris la peine d'en informer l'ancien commandant du navire et qui a ces mots. Je montais sur la terrasse du building et je vis passer mon malheureux navire, rasé comme un ponton, sans mât ni cheminée, entouré de remorqueurs qui le tiraient et le poussaient comme un prisonnier, mais encore imposant néanmoins, majestueux, plein de noblesse, inspirant un certain respect et donnant l'impression d'un champion vaincu par le sort et la bêtise humaine, mais pas abattu. Normandie jamais abattue. Toutes les hypothèses ont été émises évidemment à propos de l'incendie du paquebot, dont il semblerait qu'il n'ait pas une origine tout à fait fortuite. Est-ce qu'il s'agissait d'un coup des services secrets nazis, ou bien d'agents dormants de Vichy, ou encore de la mafia américaine qui œuvrait pour des concurrents privés de la French Line, voire pour des intérêts d'État? Je me suis pas mal penché à une époque sur cette question et je vous avoue que je n'ai pas réussi à me forger une conviction très étayée. En France, malgré l'occupation, la nouvelle a vite fait le tour du pays. Or, on peut dire qu'elle a fait l'effet d'une bombe. Et évidemment, tout ça était alimenté par la propagande anti-américaine de la presse de Vichy. L'Amérique nous a brûlé Normandie. Au-delà de ces considérations partisanes, imaginez l'indignation, et cette fois l'indignation sincère, le véritable traumatisme des Français, qui apprennent que le symbole vivant de leur récente puissance et de leur liberté perdue, que l'emblème de la grandeur nationale a été comme ça brûlé, rasé, découpé au chalumeau et vendu au prix de la ferraille. Quant aux trésors artistiques dont nous parlions à l'instant et qui hier encore faisaient la gloire de Normandie, ils n'étaient plus à bord heureusement au moment de l'incendie. La plupart ont été dispersés aux enchères par la suite. La France en récupérera quelques-uns, comme les superbes panneaux du fumoir que vous pouvez aller voir aujourd'hui au Palais de Tokyo à Paris. Mais l'essentiel va se retrouver dans le décor de bars, de restaurants et de boîtes de nuit de New York, où certains sont toujours du reste. Si bien qu'à la Libération, la France se retrouve dépourvue de grands navires de croisière. Le paquebot Île-de-France qui avait été lancé en 1926 et qui vient de servir de transport de troupes, lui aussi est à ce moment-là à la refonte. On a reçu des Allemands le Bremen, ça a été donné à la France en dommage de guerre par l'Allemagne vaincue. Seulement, sous l'effet d'une tempête, le Bremen a chassé sur ses ancres. Il a heurté une épave qui d'ailleurs n'est autre que celle d'un autre paquebot très célèbre. En quelque sorte, on pourrait dire le grand frère de Normandie qui s'appelait Paris, le Paris, comme on dit. Et bien entendu, le Bremen rentrant sur le Paris, il a coulé.
C'est bien simple, face aux Anglais et à leurs 2 magnifiques vaisseaux, le Queen Mary et le tout nouveau Queen Elizabeth, les Français n'auront plus à opposer que le petit De Grasse avec 1000 passagers grand maximum. Il fallait faire quelque chose. Eh bien, évidemment, on va faire quelque chose, et ce quelque chose, Gérard Pioufre, ce sera le paquebot France, tout simplement. Oui, alors le France ressemble beaucoup au Normandie. Les lignes de sa coque sont très effilées comme ça. Hein. Oui, sont très inspirées de Normandie. Mais comme entre-temps, on a fait des progrès au niveau technologique, c'est un paquebot, pardon. Le lapsus est révélateur. Hein. Oui. Il est très profilé. En fait. Très profilé. C'est un paquebot qui va être beaucoup plus léger que son prédécesseur. Alors, en revanche, les cheminées, on a ces 2 ailerons qui sont bien pratiques, qui vont évacuer la fumée, qui vont faire en sorte que la fumée ne revienne pas sur le pont. Moi, je trouve, mais c'est un sentiment personnel, je trouve que c'est pas très heureux, encore que c'est un peu la signature de France. On a à l'intérieur, alors en revanche, la décoration, moi j'aime pas du tout, c'est les années 50-60. Je conçois qu'on puisse aimer, mais c'est du formica, il y a eu récemment une exposition au musée de la Marine. On est loin du palissandre et du macassar de Normandie. Oui, tout à fait. Il y avait une exposition au musée de la Marine. J'ai bien aimé l'exposition. Bon, ce que fait la French Line, est toujours très très bien. Mais bon, malgré tout, c'était le goût de l'époque, et ce qui me plaisait beaucoup quand j'étais gamin, parce que je trouvais ça formidable, ce modernisme. Bon, là maintenant, avec le recul, j'aime beaucoup moins. Alors nous avons une habitante de Belfast, Amélie, qui nous écrit, enfin qui vous écrit devrais-je dire, Gérard Pioufre, et qui dit habitante à Belfast, nous avons visité le Nomadic voilà 2 semaines, c'est très intéressant, mais si vraiment vous souhaitez vous plonger dans l'histoire et l'atmosphère des transatlantiques, alors nul doute qu'Escale Atlantique à Saint-Nazaire est beaucoup plus passionnant. On va dire que les 2 sont très intéressants, mais il y a plus à voir à Escale Atlantique, évidemment. Tout à fait, c'est différent, mais c'est complémentaire. Franck Ferrand sur Europe 1 J'ai la même voix d'ailleurs. C'est bien. Je vous souhaite la même carrière. Hein. Ouais, très bien. Extrait de la bande originale du film Titanic, évidemment, réalisé par James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Alors, évidemment, ces paquebots sont un merveilleux sujet d'exposition, et je vous le disais pour commencer, enfin c'est vous d'ailleurs Céline qui nous le disiez pour commencer cette émission, il y a en ce moment à Évian une exposition qui s'appelle Légendes des mers, l'art de vivre à bord des paquebots, et nous avons en ligne l'une des commissaires de cette exposition, Clémence Ducroix. Bonjour Clémence Ducroix. Bonjour. Merci d'être avec nous comme ça au téléphone. Alors, je ne voudrais pas faire de mauvais esprit, mais tout de même avouer que organiser une exposition sur les paquebots au bord du lac Léman, ça paraît un peu étrange, non ? Oui, ça les ramener vers l'eau douce, mais c'est... D'abord parce qu'il y avait un lieu qui était prêt à nous accueillir et qui est un lieu extraordinaire, qui est le Palais Lumière. Donc de toute façon, il était difficile de résister. Et puis quelque part, on est dans la même histoire de l'hôtellerie de luxe. Et voilà, c'est ça. Voilà. Ce sont les mêmes créateurs qui travaillaient à l'époque pour les grands palaces, pour ces magnifiques hôtels des villes d'eau, dont Évian, bien entendu, et pour les paquebots, en fait. Exactement. Au tout début du XXe siècle, et particulièrement dans les années 10, les grandes compagnies maritimes se sont tournées vers les décorateurs des hôtels pour améliorer le luxe et le confort à bord des navires, parce que c'était la même clientèle qu'on visait, en particulier pour les premières classes, et donc il s'agissait de leur offrir la même qualité d'accueil que ce qu'ils trouvaient dans les palaces qui étaient en train d'émerger des 2 côtés de l'Atlantique. Et l'on trouve, c'est vrai, tous les grands noms, je citais tout à l'heure Ruhlmann, Leleu, etc., et Dunant et Lalique, mais il y a aussi de grands artistes, comme Dufy, comme Irib, bien entendu, tous les grands affichistes, et puis alors, en matière d'orfèvrerie, alors ils sont tous là aussi, les Puyforca, les Christophe, les Hercule, oui, sont les grandes, toutes les manufactures Limougeaude. On voit tout ça dans votre exposition. J'ai sous les yeux le très beau catalogue qui est publié par Somogy, donc Légendes des mers, l'art de vivre à bord des paquebots, et on voit beaucoup d'affiches évidemment. Oui, bien évidemment.
évidemment parce que c'est par là que les compagnies s'adressaient à la clientèle. Donc c'était avant tout ce que la plupart des gens avaient sous les yeux. Et puis bien évidemment, on rentre aussi à l'intérieur des paquebots et puis on voit la vaisselle, les arts de la table, certaines œuvres d'art qui décoraient le navire et des éléments de mobilier aussi. Alors, est-ce que vous avez, si je puis dire, des clous dans cette exposition? Quelles sont les pièces les plus rares que vous présentez à vos visiteurs? Les pièces les plus rares, il y a de la vaisselle, peut-être des appartements de grand luxe de la première classe de Normandie, qui avait été fournie par Suzanne Lalique et puis donc René Lalique, et puis les couverts ont été dessinés par Puyforca. Et puis, toujours pour Normandie, on a la chance de pouvoir présenter aussi du mobilier du grand salon, ce grand salon qui avait été qui occupait vraiment toute la grande partie des appartements des locaux communs de la première classe. Et puis, en face de ces fauteuils de Jean-Maurice Rothschild, il y a une reproduction d'époque d'une laque de Jean Dunand, donc c'est laque qui décorait le fumoir de Normandie. Je me suis laissé dire que le musée des lettres et des manuscrits, dont nous parlons souvent dans cette émission, vous avez également prêté un document? Alors là, voilà, là c'est un document d'archives, mais un document extrêmement rare et précieux en effet. Et c'est un manuscrit qui a été écrit par l'une des passagères, l'une des rescapées de Titanic, Helen Churchill Candy. Et dans ce manuscrit, elle raconte la vie à bord de Titanic, qui a fait partie des documents qui ont beaucoup inspiré Cameron pour son fils. Et puis aussi, elle raconte, c'est très émouvant, le naufrage et aussi son sentiment à la suite de ce naufrage et la manière dont elle a vécu le fait d'être une rescapée. C'est un document très très touchant. Oui. Peut-être que dans quelques siècles, ce qu'il restera de l'épopée de tous ces grands paquebots, ce sera précisément le drame et la tragédie de Titanic. Merci beaucoup Clémence Ducroix. Je rappelle que votre exposition Légende des mers, l'art de vivre à bord des paquebots se tient au Palais Lumière, donc à Évian, sur les bords du lac Léman, jusqu'au 22 septembre prochain. Il y a un aspect, Gérard Pioufre, dont on a très peu, pour ne pas dire pas parlé dans cette émission, c'est tout l'aspect technique. Il ne faut quand même pas oublier que ces géants des mers étaient d'abord et avant tout des prouesses d'ingénieurs. Absolument, ce sont des prouesses d'ingénieurs. Alors on passe des tout premiers navires à vapeur qui pratiquement ne pouvaient guère emmener autre chose que de leur poids en charbon. Ensuite on a des machines qui sont beaucoup moins gourmandes et surtout des chaudières à haute pression qui permettent de consommer beaucoup moins de charbon pour la même puissance. Et puis alors l'invention extraordinaire, c'est la turbine de l'anglais Parsons qui va permettre d'aller très très vite, de battre le ruban bleu. Le ruban bleu. Alors oui, il faut parler de ce ruban bleu. C'est la récompense suprême. On ne peut pas en parler. C'est la récompense suprême. C'est lorsque vous traversez l'Atlantique le plus vite possible, le vainqueur a le droit d'arborer à son grand mât un ruban qui va faire autant de mètres que la moyenne en nœuds de la vitesse parcourue. Ouais. Bref, quand vous battez un record de vitesse pour cette traversée transatlantique, on vous décerne le ruban bleu. Alors, et visuellement, bien sûr, on installe un ruban bleu. Bien sûr. Un ruban bleu qui fait combien, 30 mètres de... Alors 30 mètres dans le cas de Normandie, puisque sa vitesse maximale était... Enfin, sa moyenne maximale a été de 30 nœuds. 30 nœuds, c'est formidable. Vous doublez puis vous retirez un peu, ça vous fait presque du 60 km/h. Ouais, c'est ça, c'est complètement fou. En plus, tout ça, il n'y avait pas de... Là, on ne mollissait jamais. C'est-à-dire que Normandie... Oui, c'était des navires qui étaient faits pour affronter la haute mer. Il y a eu des études de coques en bassin. Non, on avait vraiment fait perfection. On a parlé des équipages, des passagers, mais il y avait des équipages évidemment. C'est-à-dire que pour servir toutes ces personnes dans tous ces restaurants, ces salons et tout ça, il y a une véritable foule de serveurs, de cuisiniers, de grooms, de valets de chambre, etc. Et puis dans le ventre du navire, il y a bien entendu les mécaniciens qui sont là pour alimenter la machine. Oui. Alors
on a, par ordre d'importance, les plus nombreux, ce sont les hommes du service, les hommes et les femmes du service hôtelier. Oui, bien sûr. Ça, ce sont les plus nombreux. Ils représentent plus de la moitié de l'équipage. Les hommes des machines, alors, ils sont peu nombreux aujourd'hui. Ils l'étaient beaucoup plus au temps de la chauffe au charbon. Quand on est passé à la chauffe au mazout, ils sont devenus, on a supprimé tous les chauffeurs, tous les soutiers. Donc ça passait leur temps à jeter du charbon dans les chaudières. Voilà, ça faisait du monde en moins. Et puis vous avez l'équipage de pont, c'est-à-dire c'est eux les véritables marins. Et ces marins, ils sont très peu nombreux. À bord du Titanic, ils étaient 66, officiers compris, ce qui est un assez petit équipage, oui. Très très peu. Et ce qui explique pourquoi ce sont eux qui ont eu le plus gros pourcentage de survivants, parce qu'il fallait des gens pour manœuvrer les canaux et que eux seuls en étaient capables. Alors, il y a un film auquel je ne peux pas m'empêcher de songer, c'est La nave Eva de Fellini, un merveilleux film de Fellini, où l'on voit l'enfer de ce que pouvaient être ces chaudières au temps de la navigation à vapeur. C'était un cauchemar, évidemment. Oui, on était dans la fournaise. Alors, quand on a commencé à faire avancer les bateaux à la vapeur, ça a été formidable pour tout le monde. Par rapport à l'ancienne marine en bois, ça a été formidable. Les seuls qui n'ont pas bénéficié de ce progrès, ça a été le Black Gang, c'est-à-dire tous les hommes en noir de la machine. Merci beaucoup Gérard Piouf. Je rappelle parmi vos ouvrages L'âge d'or des voyages en paquebot. Vous nous avez parlé pas mal du Titanic, vous ne pouvez pas vous empêcher, c'est votre passion. Il y a en ce moment, il faut le dire, une exposition Titanic à Paris, porte de Versailles. C'est jusqu'au 15 septembre prochain. Et puis bien entendu, donc je vous l'ai dit, la réouverture depuis 2 ou 3 jours d'Escale Atlantique à Saint-Nazaire avec une nouvelle scénographie. Escale Atlantique traite donc de l'histoire des paquebots à travers une sorte de récit scénographique qui permet aux visiteurs de découvrir la vie à bord de ces géants transatlantiques. Merci beaucoup d'être venu nous faire rêver. Ce qui est bien avec ce genre de sujet sur les paquebots, c'est qu'on est certain qu'on va se dépayser, un moment. Totalement. Ouais. On sent votre passion et vous êtes nombreux d'ailleurs à être passionnés pour le sujet. Et puis je rappelle aussi donc cette exposition à Évian, Légende des mers, l'art de vivre à bord des paquebots, avec le très beau catalogue paru aux éditions Somogy.